J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe en Ukraine sur le terrain, parce que la contre-offensive ukrainienne semble se poursuivre. 400 km² repris visiblement à l'armée russe dans la région de Kherson. On fait le point avec Clémence Barbier et puis je vous passe la parole, général. Au petit matin, les habitants de Zaporijjia découvrent les dégâts des bombardements. Vers 5 h du matin, nous nous sommes réveillés à cause d'une forte explosion. J'ai compris qu'elle avait dû se produire dans notre cour. Les fenêtres avaient été soufflées. Je me suis couvert d'une couverture juste à temps. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme si j'étais au milieu d'un brouillard. Selon le gouverneur, 7 frappes russes ont visé cet immeuble résidentiel désormais éventré. Partiellement sous contrôle ukrainien, Zaporijjia, situé au sud-est du pays, est en proie à des bombardements quotidiens, comme à la centrale nucléaire du même nom à une 60aine de kilomètres, qui, elle, est sous contrôle russe. La région fait partie des 4 territoires annexés par Moscou, mais l'armée de Vladimir Poutine subit des revers sur le terrain. Nous n'avons aucun doute sur la victoire de cette guerre et sur notre capacité à protéger l'indépendance de l'Ukraine. Les victoires quotidiennes sur le front et les dizaines de villes et villages ukrainiens libérés le prouvent. Au sud du pays, dans la région de Kherson, l'armée ukrainienne revendique la reprise en une semaine de 400 km² de territoire occupé par les Russes. Les drapeaux ukrainiens sont réinstallés sur les bâtiments publics. Au nord-est, la quasi-totalité de la région de Kharkiv est sous contrôle ukrainien. Voilà, et on entendait la voix de Zelensky, du président Zelensky, général Clermont, qui à la fois dit on gagne du terrain et qui réclame encore des armes aux Européens. Il y a quelque chose qui se passe sur le terrain qui se poursuit ? Il y a véritablement un changement dans cette guerre, qu'on peut appeler une troisième phase. On va la résumer rapidement. 24 février, la première phase. Poutine compte envahir rapidement l'Ukraine et il se rend compte que c'est pas si facile que ça. Pendant 2 mois, il commence à s'enliser et finalement il fait machine arrière. Il peut plus arrêter son offensive, donc il recalibre son offensive en se concentrant sur le Donbass. Ça, c'est d'avril à mi-juillet. À mi-juillet, il prend des villes importantes et il arrive à conquérir la totalité de l'oblast de la province de Lugansk. Il se passe rien entre 15 février et puis début mi-septembre. Et en mi-septembre, il lance la contre-offensive, une contre-offensive lancée très habilement, dans laquelle ils vont faire croire aux Russes qu'ils vont d'abord attaquer Kherson, ce qui amène les Russes à transférer des forces qui étaient au nord vers le sud. Et en réalité, ils vont d'abord attaquer Kharkiv. Donc première offensive sur Kharkiv. Ils gagnent beaucoup de terrain à Kharkiv. Les Russes se replient très vite. Et ensuite, ils ont lancé, là, depuis quelques jours, l'offensive sur Kherson. Et là, ils progressent très vite. Et là, on constate de nombreuses limites dans l'armée russe, celles qu'on avait identifiées au départ. Ils n'arrivent pas à corriger les erreurs qui sont propres au fonctionnement même de l'armée russe. C'est-à-dire qui est très hiérarchisé, qui dépend d'un commandement central. C'est-à-dire un commandement pas centralisé, plusieurs armées mises bout à bout, des professionnels, des mercenaires, des Kadyrov, des conscrits engagés rapidement, avec pas véritablement d'unité de commandement. Donc ils sont débordés en phase 2. Ils ont des Ukrainiens qui combattent à l'occidental avec du matériel occidental. Ce qui est nouveau, c'est que l'armée russe admet le recul. Et ça, c'est vraiment aussi un tournant. Elle a du mal à pas l'admettre quand même, parce que les cartes, la c'est propagande, difficile. Ça existe aussi. Hein. Oui. Non, ils admettent qu'ils reculent simplement pour mieux se repositionner, pour mieux se protéger. Donc c'est un recul tactique. En réalité, c'est un recul imposé. Une question pour vous, général. Dans ce nouveau discours des Russes, non seulement ils admettent qu'ils reculent, mais ils disent, au fond, le combat devient inégal parce que les Occidentaux aident massivement les Ukrainiens. Alors pas seulement avec le militaire, mais avec le renseignement. Nos troupes sont suivies par satellite, vraiment minute par minute. Est-ce que vraiment, à l'heure actuelle, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'armée ukrainienne a des moyens supérieurs, voire même très supérieurs à l'armée russe, et ce qui explique les derniers revers? L'armée ukrainienne a 3 avantages principaux sur l'armée russe. Le premier, c'est la très forte motivation de ses combattants. Une guerre patriotique, mobilisée depuis le 24 février. Ça, c'est le premier élément. La guerre, ils veulent la gagner. Deuxième élément, ils sont très nombreux. Même si l'armée en tant que telle, c'est 80 000 hommes, ils forment des combattants, les Occidentaux l'aident à former des combattants. Il y a toute une réserve derrière qui est très importante, ce qui n'est pas le cas des Russes. Et troisième élément, ils ont des équipements occidentaux très performants. Ce qui n'est pas le cas des Russes. Là, on mesure les limites de la technologie russe et le fait que la modernisation lancée par Poutine
au début des années, à la fin des années 2000, n'est pas terminé. Il a attaqué l'Ukraine beaucoup trop tôt. Il a attaqué l'Ukraine pensant que ça serait facile. Il se rend compte que c'est difficile, il peut plus changer de stratégie. Il est en difficulté pour ces raisons-là. Et évidemment, la tactique, le renseignement américain, la façon dont ils combattent, c'est une armée occidentale très motivée qui se bat contre une armée russe qui reste très soviétique dans son fonctionnement. Absolument. Et c'est aussi pour ça que Zelensky continue à réclamer des armes, de nouvelles armes aux Européens. Tous les jours, on va continuer à lui en livrer. Nous, on va livrer des canons César, c'est ça, qui n'étaient pas destinés à l'Ukraine. Il y a des discussions sur la livraison de canons César supplémentaires. Les Américains ont livré hier 625 millions d'euros. Je ne sais pas si de la 10e livraison d'armes, des canons HIMARS, une quantité considérable d'obus. Oui, ils sont portés à bout de bras, mais il ne suffit pas d'être porté à bout de bras. Il faut savoir les utiliser, il faut avoir la motivation et l'art de la guerre, et ils ont tout ça. Juste un mot du canon César, c'est quelle portée, quelle distance? Un canon César, c'est un obus de 155 mm qui représente plusieurs kilos, avec une très grande précision, qui peut tirer jusqu'à 40 km avec à peu près 6 à 8 obus par minute. Donc, et une particularité, c'est qu'ils évitent les tirs de contre-batterie. À partir du moment où vous tirez avec un canon, vous êtes repéré et vous subissez très rapidement des tirs de contre-batterie. Donc comme il est mobile, autonome, il se déplace, il tire, il se déplace, il retire, et donc il ne peut pas subir les tirs de contre-batterie. C'est vraiment une guerre d'artillerie qui est une guerre très complexe, et il utilise pour la précision de ses tirs des drones pour identifier la position des ennemis. Donc c'est une guerre de drones. Une des particularités, c'est qu'une guerre de drones, et dans la guerre de drones, les Ukrainiens sont devenus les maîtres.